qui va nous parler des chroniques des 7 cités qui sort chez Noévé ou est sorti. Je ne sais plus, je crois Non, que il ça sort le sort 11 vendredi chez Noévé. Ça sort le Il sort 11 février, effectivement, donc ce vendredi, tout à fait. Voilà. Ah bah voilà. Oh là là, ça a la petite carte et tout. Fumble se la Elle n'a pas pète. signé. Moi, je propose qu'on envoie tous nos points à Thunder. Tous nos points Noévé. Pourquoi? Je sais pas, parce que je vais pas m'en servir. Donc, ah bah alors oui, envoie-les-moi, effectivement, ça me fera des goodies en plus, ça me va très bien. Moi, j'ai mon servir. Hein, du coup, Chronique des 7 cités, c'était parmi les 12 000 annonces de Noévé depuis un an, une des séries que j'attendais le plus, parce que on a c'est une histoire basée sur un one shot, un roman solo, donc c'est pas une série comparé à ce que l'auteur fait. Tanaka Yoshiki, qui est l'auteur de Arslan et des Héros de la Galaxie, entre autres. Enfin, en tout cas, c'est les deux sagas pour lesquelles il est extrêmement populaire au Japon et pour lesquelles maintenant il est connu en France. Et ça, c'est un one shot en fait qu'il a écrit. Donc, c'est un roman unitaire. Et du coup, c'est adapté en manga par Koteri, l'autrice de Veil, qu'elle écrit de son autre nom, parce que Koteri est un de ses noms de plumes, mais là, c'est Ikumi Fukuda. Voilà, et ça va être un manga fini en 5 volumes, du coup, qui adapte le roman en entier. Et ça nous raconte l'intrigue, en fait, est la suivante. En 2088, il y a un cataclysme. La Terre dérive de son axe de 90 degrés, donc ça fait des changements climatiques énormes. C'est globalement le jour d'après, et personne ne survit sur Terre. C'est la folie. Et environ 3 ans après la catastrophe, je crois, si cette mémoire est bonne, en fait, il y avait des gens qui avaient migré sur la Lune. À cette époque-là, en fait, déjà. Et les habitants de la Lune décident de revenir sur Terre 3 ans après la catastrophe, une fois que tout le climat s'est calmé, et ils vont bâtir 7 cités. Et donc, l'intrigue commence en 2191 de mémoire, si je me rappelle bien, où on suit les intrigues d'une des premières... En fait, le premier tome se base sur, je pense, une première partie du roman qui est sur 2 cités principalement. La cité de New Camelot et la cité de... j'ai un trou de mémoire avec les noms. Ouais, ça, Aquilonia. Aquilonia, qui est du coup bâti sur... Là, je relis là, pour le coup la carte du manga. Bâti sur une plaine arrosée par la Léna dans la région de Sibérie, enfin l'ancienne du coup région de Sibérie. Et New Camelot, globalement, c'est là où située l'Angleterre. C'est à peu près au milieu de la Grande-Bretagne. Et quand l'intrigue commence, en fait, on suit l'histoire de Ryu, qui est un homme qui a sa passe-temps est de jardiner, faire pousser des fruits et des légumes. Mais quand l'intrigue commence, New Camelot décide de rentrer en conflit avec Aquilonia parce que l'ancien dirigeant d'Aquilonia, Moorbridge Jr., qui a été défait par des élections présidentielles, revient à la tête de l'armée de New Camelot en disant je veux reprendre mon trône, donc barrez-vous les pégus et non aux élections et vive à la monarchie absolue de moi. Et globalement. Et Ryu, c'est un mec un peu comme les autres, mais dans le temps, il était parlementaire, et donc le président actuel de Aquilonia lui confie une mission, aller voir une autre cité. Là, je vais m'arrêter un peu dans l'explication pour laisser la découverte aux gens, mais on est encore dans le chapitre 1, c'est même pas la moitié du premier chapitre ce que je raconte. Et globalement, Ryu va donc partir essayer de trouver des solutions pour protéger la cité d'Aquilonia, mais il se rend bien compte que c'est peut-être le début d'une catastrophe un peu mondiale, puisque les 7 cités pourraient se réveiller et un conflit pourrait les atteindre toutes. Et c'est donc un peu à la manière des Héros de la Galaxie, c'est des grandes catastrophes de ce monde naîtront des héros et des génies, et c'est eux peut-être qui arriveront à mener l'humanité vers des lendemains meilleurs. Voilà, ça je pense que c'est globalement l'intrigue de ce premier tome, qui est conclusif. Ça veut dire que si vous n'aimez pas le manga, vous pourriez vous arrêter là, parce que l'intrigue enclenchée dans ce premier tome se termine à peu près là. Alors bien sûr, il va y avoir des nouveaux éléments dans les 4 suivants, mais en tout cas, ça pourrait s'arrêter là. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, c'était super intéressant de trouver le trait de Koteri que nous, on connaît pour Veil, donc tout en couleur, avec beaucoup de tons pastel, de tons aquarelle, et un travail de couleur assez important. Là, il y a tout un travail sur le noir et blanc.
Et ce qui est intéressant, c'est que oui, elle va user de trame comme beaucoup de mangaka, mais elle va aussi faire ce que de moins en moins de gens font, c'est de la trame à la main. Donc elle va énormément créer d'ombrage avec à la plume. Elle va faire différentes techniques d'ombrage, ça veut dire de la hachure, du rempli. Là, on le voit par exemple dans l'image que tu as mis sur les cheveux du personnage. Il y a des effets de noir, il y a des effets d'ombre sur son visage fait à la hachure. Enfin, c'est super intéressant comment elle fait ça. La mise en scène, elle est plutôt classique mais efficace. On n'est pas sur un truc qui renverse tout, mais on est dans l'intrigue, on est dans l'action. C'est globalement, je trouve, un titre qui se lit bien. Le bémol que je mettrais quand même, c'est que c'est très militaro-tactique. Et donc, même si l'autrice a fait énormément d'efforts pour que on nous présente les nations petit à petit, les personnages petit à petit, donc en fait, on ne met pas... les informations arrivent tout au fil de lecture, donc ça va. Mais de temps en temps, il te montre des cartes militaires, des trucs comme ça. Fait, oula, attends, je comprends plus trop comment c'est fait, comment on est. Et bon, moi personnellement, j'ai été un peu perdu par moment dans ma lecture. Ah ouais? Un petit peu vers la fin. Il y a quelques tactiques militaires en fait à base de fleuves en amont, en aval et tout. Et c'était un peu difficile de comprendre tous les éléments de comment. Surtout qu'en plus, la Terre a tourné en fait. Donc comme l'axe de la Terre a changé, il faut essayer à chaque fois de se rappeler un peu à quoi ressemblait le pays, enfin, c'est quoi par rapport à nous en fait, pour comprendre un peu les enjeux quoi. Voilà. Sinon, c'est très intéressant. Ça flirte avec on l'a dit, les héros de la galaxie, ça flirte avec certaines idées de Gundam, alors pas les robots, mais je parle vraiment des idées avec les peuples humains. Même les peuples humains et les cités, comment les cités s'organisent, comment voilà, les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir. Il y a un personnage qui va être mis à une fonction militaire un peu plus avancée que d'autres. Ça va créer des tensions diplomatiques dans le récit. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un des enjeux de ce premier volume. Et globalement... bon, j'étais assez partisan parce que c'est Koteri et que parce que c'est l'auteur d'Arslan et des Héros de la Galaxie. Mais c'est un mix qui marche très bien, je trouve. Et Koteri fait un énorme travail d'adaptation. Et c'est super intéressant si on a aimé Veil de la découvrir avec un trait de mangaka plus classique, on dira. Académique, ouais. Académique non, parce qu'elle a un style à elle, mais disons que c'est du noir et blanc, donc là c'est vrai que c'est moins, c'est moins Vogue Magazine. C'est vraiment 100% Héros de la Galaxie. Tu retrouves tous les axes de la série d'origine, plus même les archétypes de personnages. C'est-à-dire le Ryu, c'est clairement un Yang Wenli, son pote stratège militaire qui se fait grader, on dirait le chef des Rosenritter, Chopankov. Enfin, voilà, donc c'est parce que c'est le même scénariste. C'est le même scénariste, on est d'accord. C'est le même auteur. Ok, Tanja, tu vas te régaler, je crois. Je pense que c'est mais Tanja, elle va être à fond. Après, je mets un bémol sur ce que dit Sekai, dans le sens que là, c'est le tome 1 et que le tome 2, il est annoncé que ça serait peut-être pas les mêmes personnages qui seraient mis en avant. Donc on partirait sur le fait que chaque volume, en fait, serait un chapitre qui raconte un nouveau conflit ailleurs sur Terre, avec peut-être un final où tous les persos de chaque cité un peu important qu'on a découvert reviennent en fanfare. En 5 volumes terminés. Seulement 5. Oh là là, je vais être frustré. En même temps, c'est un seul roman, donc moi je trouve que c'est à mon avis. À mon avis, le 5 volumes n'est pas dû au fait que ça n'a pas marché, parce que c'est tellement court qu'elle en fasse 5 ou 10, il l'aurait laissé faire en fait, par rapport à ce que c'est. Tanaka, de toute façon, tu peux pas, t'arrêtes pas une série qui est faite par... ça dépend. Le public aurait pu dire ouais, mais ça nous plaît pas ce qu'elle fait, comment elle le fait, comment elle le travaille. Et donc, ouais, c'est vrai, ça aurait pu. Rappelons-nous de Samurai 8. Hein. C'est pas parce qu'un auteur est très populaire qu'il a l'immunité à vie. Hein, donc, ouais, mais Samurai 8, c'est pas Tanaka. Ah bah non, c'est juste le nouveau manga de l'auteur de Naruto. Mais oui, t'as raison. C'est un pégu face à un seigneur. Il n'aimait pas les gens, il n'aimait pas les mêmes personnes sur un piédestal. C'est des piédestals différents. C'est des perceptions différentes. C'est des maîtres. Le Japon, ils ont quand même ce truc de dire... Il y a une planche que je trouve géniale, c'est celle-là où du coup on passe du japonais au français, mais là du coup en anglais, avec le Son of a Beach qui est traduit... qui est même pas traduit, mais je pense que ça devait même pas l'être en japonais non plus. Donc je pense qu'on va y avoir dans d'autres. Non, parce qu'en fait, il fait une insulte de New Camelot.
qui est du coup de C'est l'anglais. ça. Et d'ailleurs, un personnage lui dit, t'es en train de nous insulter là, donc. Oui, je lui dis c'est une insulte, tout à fait. Ouais. Est-ce que la qualité Moi, du j'aime bouquin beaucoup, est au ouais. rendez-vous comme d'habitude avec les Noévé, du coup? Oui. Parce que je Oui, vois oui, que voilà. absolument. oui. Ils ont changé. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Ils sont passés chez Lego pour l'impression. J'ai l'impression de retrouver la qualité des fois en papier, de certains papiers chez Akata ou Pika. Mais c'est peut-être une impression de ma part, mais ça reste très, très bien. Et la cover est simple mais efficace. Un Il petit y a vernis un- sélectif et un peu de gaufrage. Voilà. C'est Ok. pas Il y a du le relief papier sur de la couleur, il fait Ouais. penser à il y a Ah, un vous avez truc, tous reçu les chroniques de cette cité, c'est fou. Ouais, je m'y attendais pas. En plus, je reçois une lettre, je suis là, mais c'est quoi ça? Il y a beaucoup de Mais relief sur le là-bas, titre, il est trop vraiment loin le beaucoup. mien. Et, C'est vraiment. Je suis la seule à pas l'avoir reçu en Même fait. sur De le- tous, il y a que moi en fait. Ouais. Ok. Et très il y a bien. il y a un effet métallisé, je crois, sur la 4e de couverture aussi, sur la carte, il me semble. Sur la carte, il y a un effet métallisé ouais. aussi. Oh, ça Ouais, se ouais, trouve, je l'ai Il y a une reçu. espèce de léger effet métallisé. Moi, je sais juste que c'est encore plus dommage. Nakano Boogie Woogie, qui a été retardé chez nous, de ce Ah que oui. j'ai compris, était peut-être l'un des plus ambitieuses couvertures qu'ils ont sorti récemment. Et c'est quoi. pour ça que ça a foiré. C'est au joli, début. Non, oh pas là là, spécialement. Non, non, joli, joli. c'est autre chose, je crois. C'est pas dû à la Très cover, joli. en tout cas. Très joli. Enfin, En tout moi, cas, je suis C'est curieux. problème d'impression, ils ont dit, mais c'est pas la cover. Ok, c'est pas la cover. En tout cas, une fois de plus, la qualité est au rendez-vous. Pour le produit, hein, on le précise, c'est quand même un des très gros points forts de Noévé, c'est de nous faire à Ouais. chaque fois des produits qui sont vraiment super, super bien amenés, bien fabriqués. Et là, moi, mon premier réflexe, en fait, en voyant les planches, ça a été de me dire, waouh, Koteri peut aussi faire ce genre de dessin. C'est fou. Ouais, Moi, c'est- j'aime bien c'est- l'avoir c'est- comme ça plus souvent. Hein. C'est clairement l'un des trucs les plus intéressants, c'est de voir comment elle travaille les corps, l'anatomie, le cadrage, les plongées, les contre-plongées. Enfin, ça s'amuse quand même beaucoup. Et Surtout elle si essaye tu de comprends, rendre tout le truc assez, comment dire, énergique. Ouais, c'est des Oh plans là comme ça, c'est là. vraiment très beau, quoi. Ouais, Tu reconnais bien le style de Koteri. quand même. Ouais, on reconnaît bien Bah, on reconnaît et en même temps le c'est gars de légèrement Veil, là. différent, tu vois, c'est marrant, on reconnaît et en même temps tu sens qu'il y a plus d'intensité dans tout, puisque Veil est plus léger, mais bon, on reparlera de Veil quand on abordera le tome 3, à l'occasion peut-être, hein, par exemple, mais c'est vrai que du coup si vous n'avez pas vu notre review de Veil, elle est disponible évidemment sur le channel YouTube de IGN France, on avait fait la review à la sortie du tome 1 et 2, c'est un plaisir de retrouver cette autrice, on va passer à la suite, et on change encore de registre, puisqu'on va partir sur on va dire un espèce de conte fantastique. On part chez Le Monstre d'Einstein, un titre qui est sorti chez Saka, donc Casterman.